aujourd'hui, je viens vous parler de ce marché contract dans lequel vous êtes tous intervenants et dont on sait qu'il est un des leviers de croissance pour les acteurs de l'ameublement. Et l'idée qu'on avait donc avec l'ameublement, c'était de vous donner les clés pour comprendre les dynamiques fondamentales de ce secteur, de son point de vue. Donc on va commencer par un petit peu d'éléments de contexte. Ensuite, on va s'intéresser assez rapidement, parce que ça a été bien couvert par nos échanges de ce matin, sur 2-3 éléments qui sont des facteurs qui, à mon sens, peuvent vous permettre de faire la différence en tant que fabricant de mobilier et agenceur français. Et on va finir par la quantification de ce marché, comprendre ces dynamiques fondamentales en chiffres et vous permettre d'avoir une grille de lecture sur ces dynamiques. Alors, l'idée, c'est déjà de vous poser un petit peu le tableau. Le tableau, c'est déjà un parc. Si on regarde le parc, aujourd'hui, l'hôtellerie en France, c'est 690 000 chambres dans 17 000 hôtels. Si on y ajoute les résidences de tourisme, 220 000 appartements dans 2200 résidences. Donc, on a grosso modo 20 000 établissements et pratiquement 1 million de chambres. Ça, si on ajoute évidemment, enfin si on inclut les nouveaux types qui sont dans le périmètre du contract. Dans l'univers de la restauration, on a globalement 230 000 points de restauration. Si on s'intéresse uniquement si on exclut les bars, les cafétérias, etc., et qu'on regarde ce qu'on appelle traditionnellement un restaurant, donc à la fois un restaurant ou de la restauration rapide, on va le voir parce que ça fait aussi partie de l'écosystème et ils sont même dynamiques particulièrement en ce moment. On voit voilà un marché français qui représente en volumétrie quelque chose d'assez significatif. C'est intéressant aussi de regarder les géographies. Déjà un rapide point parce qu'on va revenir dessus, mais se dire que l'univers de l'hébergement, hôtellerie, résidence, il s'est historiquement un petit peu plus concentré d'une part sur l'Île-de-France et Paris, qui est bien sûr la locomotive touristique de notre pays, mais également sur toute la moitié sud, parce qu'on a eu un développement historiquement plus important sur ces territoires, à travers bien sûr toute l'offre sur les littorales, en station, à la montagne, etc. C'est là où en fait, dans l'histoire touristique de notre pays, ont été développées les plus importantes volumétries de chambres. Si on regarde la restauration, on trouve un peu un mélange entre la géographie économique de la France, avec les grandes métropoles qui s'affirment, et la géographie touristique. On voit par exemple les secteurs alpins ou les pourtours littoraux extrêmement forts également dans l'univers de la restauration. Donc ça, c'est ce qui va sous-tendre, on va le voir, les opportunités. Un petit tour d'horizon rapide pour parler de la restauration. On va plutôt se focaliser sur les hébergements, mais je voulais quand même revenir rapidement sur les tendances dans cet univers-là pour dire, en fait, la restauration, c'est un univers aujourd'hui qui n'est pas du tout homogène. Vous avez, et si vous entendez effectivement, les acteurs du marché s'en plaignent régulièrement à juste titre, vous avez effectivement des volumes importants de restaurants dits traditionnels, qui ont plutôt tendance à fermer. Donc le marché de la restauration à Naples, etc., tel que le cliché de la France éternelle le voudrait, effectivement, ce modèle-là est plutôt en difficulté en termes de dynamique de volume, étant plutôt à baisser. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des nouveaux projets. En revanche, dans l'univers de la restauration, vous avez une poussée forte, d'une part, des franchises. L'univers de la franchise, il est en forte expansion, et ce sur différentes catégories. Alors là, d'ailleurs, c'est intéressant parce que les marques sont tellement fortes que quand on met un concept du poulet grillé dans un seau, on voit tout de suite la marque, on n'a pas besoin d'afficher. Et ces concepts de marque sont forts à tel point qu'ils se développent de manière importante sur tout le territoire, et on va voir que ça recouvre différents types de cuisines, aussi bien des cuisines du monde, de la restauration rapide, et des champs auxquels on penserait pas forcément, mais qui se développent et qui du coup sont des marchés d'opportunités aussi pour vous. Donc dans l'univers de la restauration, ok, un petit peu moins de restaurants traditionnels, mais plus de franchises, plus de lifestyle, plus d'extérieur, un gros essor de la boulangerie, dans l'univers qui se tente vraiment à s'affirmer comme une solution de restauration de plus en plus importante, et notamment pour les déjeuners. Et aujourd'hui, ils installent des tables, des chaises, etc. Donc ça devient un concept où on va consommer du mobilier beaucoup plus qu'autrefois. Finalement, c'est un peu le burger à la française, la baguette. On le voit que ça émerge dans des concepts franchisés également.
Et vous avez aussi toutes les cuisines du monde. Alors là, on a mis l'exemple du japonais, sushi, mais ça recouvre différents types de cuisine. Donc en réalité, vous avez aussi des dynamiques qualitatives assez hétérogènes dans ce secteur. Maintenant, on va passer rapidement, puisque l'objectif, c'est vraiment de vous donner des éléments de contexte. Vous trouverez ça de toute façon dans l'étude complète qui est pour les membres de l'ameublement français. Mais voilà, en termes de dynamique, en termes d'état des lieux, pardon, pour commencer, s'il faut retenir 2-3 choses du parc hôtelier français. En parc installé, on est encore à 2/3 d'hôtellerie budget économique. En revanche, dans les projets, on va le voir, on n'est pas du tout sur les mêmes fondamentaux. Un hôtel en France, il est assez petit. On va être, selon les gammes, entre 30 et 60 chambres sur un hôtel typique, et sur un hôtel de chaîne, on va être en 60 et 90. Pour vous donner une notion de comparaison, en Espagne, on est à plus de 2 fois plus. Donc on est sur un marché français où on a des hôtels de relativement petite capacité, et on a un taux de pénétration des chaînes intégrées qui va être plus important sur les deux extrémités du spectre, c'est-à-dire que vous allez avoir plus de grands acteurs, de grands groupes, soit sur le budget, soit sur le haut de gamme et luxe. Donc c'est les deux extrêmes. Maintenant, si on regarde en termes de dynamique par typologie d'hébergement, et ça c'est important parce qu'évidemment c'est la type de concept que vous allez devoir meubler. D'un côté, vous avez les chaînes intégrées, de l'autre les indépendants et réseaux volontaires. Alors évidemment, les chaînes intégrées sont en croissance globale, mais relativement modérée. Les indépendants et réseaux volontaires plutôt en recul. Mais en fait, ce distinguo est pas si pertinent, car si on regarde spécifiquement en budget économie, par rapport aux gammes supérieures, on va voir des logiques différentes. Dans l'entrée de gamme, les chaînes se développent, mais finalement à un rythme assez modéré. 1% par an en solde net chaque année. Pourquoi ? Vous avez des développements neufs, mais vous avez aussi des sorties de parcs parce que vous avez des projets qu'on fait monter en gamme. Ou qui ferment. Ça peut arriver aussi. Donc une croissance, mais finalement assez modérée. Et en plus, elle est portée quasi exclusivement par le budget, donc c'est 2-3 champions, on verra tout à l'heure lesquels, qui tiennent cette croissance-là. Du côté de l'hôtellerie indépendante familiale, sur l'entrée de gamme, pour le coup, ça baisse, parce qu'effectivement, c'est des produits où vous avez des plus petites capacités, c'est dur d'amortir les coûts, etc. Vous avez aussi des opportunités de valorisation immobilière en vous repositionnant de montée en gamme, donc on a une tendance structurelle de baisse. En revanche, sur les gammes supérieures, donc sur le milieu à partir du moyen de gamme et sur le haut de gamme et luxe, donc on va dire sur les 4, 5 étoiles et palaces, les dynamiques sont différentes. Vous avez des croissances fortes chez les chaînes, de 3% par an en moyenne sur toute cette séquence post-Covid, mais aussi chez les indépendants, avec du 1,2% par an en moyenne. Et ça veut dire quoi ? Ça reflète la croissance des boutiques hôtels, de cette hôtellerie lifestyle dont on parlait à l'instant dans les différentes tables rondes. Donc voilà, en fait, finalement, le distinguo, il est plutôt par gamme. Si on focalise un petit peu plus sur le luxe, en fait, le luxe, il a cette spécificité d'être ultra concentré sur quelques places spécifiques. Bien entendu, vous les connaissez, Paris, la Côte d'Azur, la Riviera. On retrouve quelques petites places aussi vers Deauville, etc. Et vous les connaissez. Mais du coup, en termes de volumétrie, on est sur un peu plus de 30 000 chambres à 5 étoiles en France entière. Mais ce qui est intéressant, c'est pas tant le niveau que c'est son potentiel. En fait, si on regarde l'offre d'hôtellerie de luxe stricto sensu et qu'on la compare à l'immobilier résidentiel de luxe. Donc ça, nous, on l'a qualifié comme étant des maisons, appartements qui valent plus de 3 millions d'euros l'unité en province et plus de 5 millions en Île-de-France. Ça, c'est le marché du luxe résidentiel du point de vue investisseur, notaire, etc. Si on compare les volumétries, en fait, on voit que l'hôtellerie de luxe, elle s'est implantée à travers des marchés urbains, où en fait l'hôtellerie, notamment de chaîne, avait une histoire à raconter parce qu'il y avait d'importants flux de visiteurs internationaux, etc. Mais on voit aussi qu'il y a en fait une véritable sous-offre en France dans tous les secteurs de villégiature. Donc c'est pour ça qu'on voit aussi, vous voyez dans vos portefeuilles de clients certainement, si vous opérez sur ce segment, une montée en puissance des destinations resort, donc les Alpes, la Côte d'Azur, etc. ces dernières années. Et c'est en fait appelé à se poursuivre, parce qu'on est plutôt en situation de sous-offre. Ensuite, si on regarde qui se développe et qui
tient le marché. Si on regarde l'état des lieux, en fait, déjà, on peut situer la France sur un profil assez spécifique. Déjà, vous avez Accor qui à lui seul a plus de 150 000 chambres. Donc vous avez un acteur, il représente 20% du parc total et 40% du parc de chaîne. Donc évidemment, c'est un marché où on a un acteur dominant. Si on ajoute l'autre historique champion français, Jin Jiang, donc vous connaissez plutôt sous Louvre Hôtel, mais il y a aussi Radisson dans le même ensemble, autrefois Envergure, Tétinger, etc. Donc ces deux-là, ensemble, ils font 200 000 chambres, et c'est clairement les deux leaders du marché. Vous en avez un troisième, qui finalement est le plus dynamique en termes de développement net, puisque rien que depuis la séquence Covid, il a augmenté son portefeuille de plus de 10 000 chambres en 5 ans. C'est B&B Hotel qui fait plus 9% de croissance par an en moyenne de son parc. Alors, il y a des créations neuves, il y a des conversions d'hôtels qui étaient sous d'autres enseignes, etc. Mais en tout cas, ils sont notamment sur le budget l'un des moteurs du marché. Mais si on regarde, du coup, la dynamique, parce qu'on a parlé de l'État, mais la dynamique, c'est qu'en fait, les leaders du marché, ils vont plutôt être sur des taux de croissance assez modérés. 1% par an, en moyenne, sur Accor, par exemple. Et chez Jin Jiang, on a même eu plutôt des nettoyages des sorties de réseau. Donc, ceux qui portent la croissance vont plutôt aujourd'hui être les challengers parmi les grands acteurs. Donc, on a parlé de B&B, mais ceux qui font beaucoup de projets, qui sortent beaucoup de projets et qui gagnent des parts de marché, par exemple en termes d'offres, ça va être les grands américains. Hilton, Marriott, etc. Ces acteurs-là, vous prenez que Hilton et Marriott, ils ont gagné 5000 chambres en 5 ans. Sur la France, à eux deux, en solde net. Donc voilà, ce sont ces acteurs-là qui sont en train de gagner en part de marché, et ça se passe notamment à part les enseignes lifestyle. On va revenir dessus. Alors justement, le lifestyle, c'est un mot, il est devenu, c'est comme boutique hôtel, il a été tellement utilisé à tort et à travers, et je sais que voilà, ça fait partie du vocabulaire du métier, donc personne n'est visé, mais c'est vrai qu'il est devenu quasiment galvaudé à force qu'on l'entende un peu à tort et à travers parfois. Mais néanmoins, on savait que dans vos métiers, ça représente une réalité. C'est que le lifestyle, c'est plus de budget FF&E par projet, par chambre, on va dire. C'est plus qu'une enseigne classique en tout cas. Donc on s'est posé la question de comment on peut la qualifier. Et pour la qualifier, on a regardé plusieurs choses. On a regardé d'une part les structures du bâti, alors vous verrez ça dans détail dans l'étude, mais on a aussi regardé comment sont structurés les groupes. Alors on avait Ennismore avec nous tout à l'heure. C'est un cas d'école typique. Vous avez Accor qui distingue aujourd'hui son portefeuille d'enseigne entre lifestyle et luxe d'un côté et premium mid-scale economy de l'autre. Mais ça, c'est pas qu'un acteur. Finalement, si on regarde, c'est une verticale qui va irriguer la logique de marque et donc de développement de l'ensemble des acteurs du marché aujourd'hui. Donc ça nous a permis de dessiner une cartographie un petit peu nouvelle du marché, en se disant en fait le haut de gamme, donc on a le luxe et l'ultra luxe qui sont dans une classe à part. Mais ensuite, on va avoir le haut de gamme traditionnel qui se distingue entre les marques que j'appelle intemporelles. Dans le jargon business américain, ça va plutôt être timeless ou power brand ou core brand typiquement, et les enseignes dites lifestyle qui se caractérisent par plus de F&B, plus d'espace alloué au F&B, plus de budget design, en tout cas en général, plus de recherche de design dans le concept, plus d'attention allouée aux espaces communs également. Donc ça a permis de irriguer finalement la réflexion et les chiffres globaux du marché qu'on va vous présenter tout à l'heure. Un petit mot pour dire du coup, en fait, si on prend cette grille de lecture-là, en fait, en France, les éléments moteurs du marché, c'est clairement, effectivement, le lifestyle et luxe. Lifestyle, c'est plus de 20% de croissance nette par an en moyenne. Alors évidemment, la base, elle est toute petite, mais c'est quand même 1400 chambres, donc c'est des beaux volumes. En volume, les enseignes classiques restent dominantes, en statique comme en développement, c'est normal, ça représente le marché core. Mais en dynamique, voilà, on voit que c'est le lifestyle et luxe qui sont aujourd'hui, vous l'avez vu dans les portefeuilles de clients que vous servez, les moteurs du marché. La bonne nouvelle, c'est que il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde a cru plus vite que l'inflation. Tout le monde a cru plus vite et ça, tout le monde n'a pas eu cette chance dans les industries en France aujourd'hui, mais l'industrie hébergement, elle a vu son chiffre d'affaires augmenter plus vite que l'inflation, que ses coûts personnels, etc. Donc ça, c'est porteur et c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a la place pour tout le monde. Maintenant, et ça,
on vient effectivement, il y a quelques jours de faire cette analyse pour la première fois. Mais il y a un paramètre qui est très important qui vient d'évoluer. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour vous parce que historiquement, on savait que les plans de capex, c'est-à-dire que quand vous investissiez dans un hôtel, dans une résidence, ça délivrait pas toujours du retour sur investissement, notamment sur l'entrée de gamme. C'est-à-dire vous aviez beaucoup de coûts et au final, la top line suivait pas toujours. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, donc là, on a positionné les établissements par gamme et par évolution de la note de satisfaction qu'ils enregistrent sur un site en ligne. Donc là, typiquement, c'est Booking. Et quand on compare leur satisfaction, donc leur note moyenne en 2020, donc avant Covid, enfin de fin 2019, et celle qu'on observe aujourd'hui, on voit qu'en fait, les établissements qui ont gagné en satisfaction, donc qui ont modernisé leurs produits en général, alors il y a plusieurs composantes, il y a aussi le service, mais la localisation bouge pas. Donc fondamentalement, si votre satisfaction client évolue, c'est que vous avez modernisé votre produit et ou votre service. Et ben ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que en fait les hébergements qui n'ont pas fait les investissements nécessaires et dont la perception se dégrade, eux, ils ont sous-performé l'inflation, le marché, etc. Et ça crée un marché d'opportunités pour tout un certain nombre d'acteurs qui vont déployer une stratégie qu'on appelle value add, qui, on prend un actif tapé, on le rénove, on le repositionne plus haut, et à la fin, on en tire une valeur très supérieure à notre investissement initial plus les capex. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle parce que vous, en tant que fabricant de mobilier agenceur, ça vous donne une histoire à raconter. C'est dire, en fait, vous, investisseurs, opérateurs hôteliers, si vous investissez dans votre produit, dans votre mobilier, ça va délivrer en termes d'expérience client et donc ça va délivrer un delta en termes de top line, même si vous ne changez pas de positionnement, et ça, c'est plutôt nouveau. Alors, on a fait le tour d'horizon des tendances un peu générales du secteur. On va aller centrer un peu plus sur les dynamiques qui vous concernent. Mais avant ça, alors vous le savez, il y a pas mal de gens qui sont très experts dans le secteur, mais je voulais quand même revenir sur un point qui est très important, qui est l'univers des modes de gestion. Aujourd'hui, un opérateur, fondamentalement, c'est comme un locataire, on va dire, dans l'immobilier. C'est-à-dire, c'est celui qui va exploiter l'hôtel, mais c'est très souvent dissocié de l'investisseur qui, lui, va mettre les fonds. Donc, si vous anticipez pas, si vous êtes nouveau dans le secteur et que vous n'avez pas cette notion de dichotomie entre opérateur et investisseur, elle est fondamentale. Et le truc, c'est que selon la relation que vous allez avoir entre l'investisseur et l'opérateur, la chaîne de décision va être différente. Et la logique d'investissement va aussi être différente. Or, aujourd'hui, ça, c'est la moyenne sur l'ensemble du parc hôtelier de chaînes en France. Et ben, c'est simple, vous en avez les 2/3 qui sont en franchise. Donc, fondamentalement, votre client, celui qui met l'argent, le capex, c'est le franchisé. Dans les autres cas de figure, notamment dans le cas du management, vous allez avoir un rôle plus prépondérant. On l'a vu tout à l'heure, par exemple, avec les marques plus haut de gamme et luxe. Donc, avoir un rôle plus prépondérant de l'opérateur. Mais c'est quand même une dimension qui est fondamentale. Il ne faut pas s'attendre à avoir en fait, lorsque vous faites par exemple un deal avec un opérateur, vous signez un concept avec un certain mobilier, et ben il y a absolument rien qui va obliger la plupart du temps le franchisé à y avoir recours. Donc simplement vous allez être référencé, vous avez investi pour le déploiement d'un concept où votre mobilier est intégré, mais derrière il va quand même aller falloir le convaincre, le franchisé, qui lui va avoir son horizon d'investissement et ses objectifs. Donc ça c'est sur le contexte. En plus, selon les profils d'actifs, vous avez des modes de gestion qui sont plus ou moins importants. Typiquement, la franchise, plus vous êtes en économique, plus vous avez de franchise, plus vous êtes en haut de gamme, vous avez du contrat de management. Et même chose sur plus petits hôtels, plus franchise, gros porteurs ou marché prime, plus de management. On a beaucoup évoqué ce matin les processus, donc je vais passer rapidement, et puis ça avait été aussi couvert par un protocole d'étude, une précédente étude, mais je voulais revenir sur 2-3 points qui me semblent importants pour vous à garder à l'esprit dans le parcours. Alors, j'en profite d'ailleurs pour remercier tous ceux qui ont participé
aux ateliers qu'on a organisés dans le cadre de cette étude, puisqu'on a fait intervenir des investisseurs, des opérateurs, des architectes parmi vous, qui nous ont partagé un peu leur retour d'expérience. Et je voulais un peu faire l'exercice de vous mettre dans la peau de vos clients ce matin. Le sujet fondamental, c'est que eux, pourquoi ils font appel à tout cet écosystème qui est de plus en plus complexe pour vous, mais qui fait qu'il y a aussi de plus en plus de business. Le besoin numéro 1, c'est qu'il y a un besoin d'expertise. Vous êtes là pour ça, et c'est votre rôle aussi en tant qu'agenceur, en tant qu'AMO, en tant que fabricant, quel que soit votre métier. C'est ça qu'attendent les hôteliers de votre part. Maintenant, ils ont aussi, il faut le reconnaître, voilà, il y a des limitations. Aujourd'hui, par exemple, ils ont beaucoup à l'esprit les enjeux du décret tertiaire, donc parfois la partie RSE du FFNI va être un petit peu secondaire par rapport à la partie bâtimentaire. On parlait de la clim tout à l'heure, mais voilà, ça s'applique à pas mal d'éléments. Mais donc voilà, s'il faut retenir une chose, c'est vous êtes là parce qu'il y a un vrai besoin d'expertise du côté de l'investisseur, mais il y a aussi un besoin d'autonomie dans l'exploitation. Et ça, je pense que ça a été évoqué à l'instant un petit peu, c'est extrêmement important de penser-voir, c'est comme ça que vous pouvez faire la différence. C'est si vraiment vous avez dès le départ un mobilier, un agencement qui est conçu pour, comme ça a été évoqué, capitaliser sur ces retours d'expérience et permettre une plus-value en termes d'exploitation sur le nettoyage, l'entretien, le SAV, ce que vous voulez. Un autre point qui, de mon point de vue, est une opportunité que vous pouvez aller chercher, c'est que, et c'est bien ressorti des entretiens, les investisseurs, eux, ils raisonnent en mode « Ok, je m'étends dans mon mobilier, c'est un CAPEX FFNI, j'amortis ça sur 10 ans, merci, au revoir. » En fait, non, de votre point de vue, le mobilier, un mobilier plus qualitatif, peut avoir une valeur à terminaison. Et c'est vrai que c'est un discours pour lequel, en fait, aujourd'hui, le marché est pas tout à fait mature, et c'est peut-être votre rôle d'avoir ce rôle d'évangélisation, de dire « Ok, toi, tu es en train d'acheter une pièce de mobilier à 1 000 €, mais dans 10 ans, elle vaudra 0. Est-ce que tu veux pas prendre un truc à 1 500, mais dans 10 ans, il vaudra 800 ?» En fait, ça, c'est quelque chose que seuls certains ont vraiment appréhendé, c'est les palaces, parce que vous avez ces ventes aux enchères de prestige qui ont fait beaucoup de bruit, et qu'en fait, du coup, le prix devient plus un sujet. Parce que si vous-même, votre mobilier prend de la valeur pendant sa durée de vie dans l'hôtel, c'est une opportunité pour vous de raconter une nouvelle histoire. Donc, le sujet, c'est dire, en fait, au lieu d'arbitrer uniquement sur le prix, pensez à la valeur à terminaison et pensez ça comme un investissement, y compris sur la seconde vie, d'autant qu'il y a un marché de seconde main qui est en train d'émerger de manière forte. Autre point important sur lequel je voulais revenir pour vous aujourd'hui, je sais que vous avez des processus de fabrication très différents entre catalogue et sur-mesure. Mais du point de vue du contract, la nuance, elle est plus ténue. Si vous êtes capable de faire du sur-mesure en série sur 50 pièces, c'est top, parce que vous avez quelque chose qui va pouvoir être un peu scalable et qui, du coup, va répondre précisément aux besoins de votre client. Si, à l'inverse, on vous demande de faire un peu d'optimisation de coûts, mais que ça rentre pas tout à fait, vous n'avez pas de mobilier catalogue exactement identique, la customisation fait partie des solutions. Si vous avez un bon produit catalogue que vous savez légèrement customiser, en fait, ça fera peut-être mieux le job, parce qu'en plus, il y a le côté série, la garantie que ça apporte, etc., pour le client, plutôt que de faire un truc vraiment sur mesure juste pour lui. Donc n'oubliez pas ces cas un peu frontières. Voilà, c'était le message que je voulais passer. 2-3 éléments encore de message, d'opportunités de notre point de vue. Donc voilà, c'est vraiment valoriser le mobilier en fin de cycle, proposer des approches hybrides entre catalogue et sur mesure, travailler différemment l'angle CAPEX-OPEX, et pas oublier bien entendu toutes les opportunités qu'il y a en sortie avec le réemploi. Maintenant, on va parler plus spécifiquement du volet quantitatif de notre étude. Déjà, je voulais quand même rappeler un peu dans le parcours pourquoi ça pose parfois problème et pourquoi effectivement vous avez l'impression d'être un peu coincé entre le marteau et l'enclume avec les coûts de construction qui ont dépassé les enveloppes, etc. Ce qu'il faut bien voir, c'est que votre projet, à l'instant où votre porteur de projet hôtelier a son idée, débute un long cycle. Et d'un côté, il va enclencher les démarches de réflexion sur le concept lui-même. Il va essayer de faire dessiner un projet, l'imaginer,
et se faire estimer une enveloppe de CAPEX. En parallèle de ça, il va chercher à définir un business plan. C'est sur ce business plan que les opérateurs, les banques, etc. vont appuyer leur financement. Alors, pour lui, du coup, l'enjeu va être de dire, il faut obtenir les fonds. S'il y a une transaction, c'est-à-dire s'il n'était pas déjà propriétaire des murs, il faut que ça soit exécuté, etc. Donc, il s'écoule tout un certain temps. Et ensuite, ça y est, l'investisseur est là, on a le permis de construire. Le permis de construire est autorisé. Et le chantier débute. À ce moment-là, vous allez avoir, ils vont être logiques, hein, c'est itératif. Donc, on prend d'abord les AMO, ensuite les tout corps d'État, etc. Et certains, dans les plus avancés, font dès le départ le choix du prestataire FF&I, mais pas toujours. Et effectivement, vous arrivez souvent, entre guillemets, en queue de peloton. C'est pareil pour l'opérateur. Ça peut être un sujet pour vous, parce que parfois, l'investisseur, dans le même temps, il est en train de mettre tout le monde en concurrence, et toi, tu me prends combien de redevances, et toi, tu me donnes combien de key money, et toi, d'accord. Bon, donc voilà, à la fin, l'enseigne, elle arrive, et peut-être vous avez même déjà amorcé le projet, donc c'est des nouveaux ajustements à faire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que effectivement, lui, votre investisseur, il a fait financer son truc par la banque il y a 1 an et demi. La banque, elle lui a donné une ligne de crédit. Les autres rigolos, ils ont dépassé les budgets et il n'a pas le choix, en fait. Donc, soit vous avez un investisseur qui a la capacité de dire « je libère plus parce que j'ai les finances pour et je sais que ça va me générer du retour sur investissement », parce que les acteurs, ils savent que c'est le FF&I qui fait aussi la différence dans les produits qui vont être développés par la suite. Soit il est contraint, et il est contraint. Donc il faut effectivement faire entrer les triangles dans les carrés. C'est tout le sujet. Maintenant, j'ai envie de dire, vous avez un petit atout, vous avez le temps de voir venir. Et là, on entre sur la partie quanti de notre étude, où déjà, je voulais remercier tous ceux d'entre vous qui ont participé. Peut-être avant d'aller sur le fond, donner un rapide éclairage méthodo. Comment ça a fonctionné? En fait, nous, on a croisé, donc dans l'univers des hébergements, on a croisé l'ensemble des données des permis de construire. Alors, vous avez, dans l'univers des permis de construire, vous avez vraiment tout et n'importe quoi. Donc, même en hébergement hôtelier, vous avez des choses qui sont pas du tout de l'hôtellerie, genre les lycées, les casernes, etc., plein de types d'hébergements. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a donc récupéré le parc de tous les opérateurs, tous les investisseurs. On a croisé ça avec les permis de construire pour, d'une part, isoler les permis vraiment qui ont trait exclusivement à de l'hôtellerie ou à des résidences de tourisme. On arrive à 5700 permis de construire qui nous servent de base de data pour ce que vous allez voir par la suite. Ensuite, on y a alloué des enveloppes CAPEX. Donc sur ça, on s'est appuyé sur les projets d'investissement que les investisseurs, opérateurs hôteliers ont pu nous communiquer, pareil sur une longue période, en isolant spécifiquement les grands projets, ce qu'on appelle les Massive CAPEX Investment, donc soit une rénovation, soit une construction, pour définir des standards. Et on a croisé tout ça pour dire, en fait, tel projet, dans le permis de construire, c'est un hôtel 4 étoiles sous enseigne lifestyle, donc il entre dans telle catégorie qui va vous être présentée après. Ça, c'est petite parenthèse méthodo. Mais du coup, et pour la restauration, comme c'est pas basé sur des permis de construire, c'est une photographie de l'offre de restauration en France en 2025 par rapport à ce qu'il y avait il y a 2 ans. On regarde tous les restaurants qui ont changé d'enseigne. Si c'est une franchise, on prend le montant d'investissement qui est annoncé par les franchisés. Vous pouvez aller voir, hein, vous voulez ouvrir un sushi, un côté sushi, vous avez sur les sites de franchise le ticket d'investissement qui est exigé. On y a appliqué bien entendu la part de mobilier ensuite. Et voilà, donc ça c'est sur la méthodo. Maintenant, qu'est-ce que ça nous dit? Eh ben, beaucoup de choses très intéressantes. Déjà, le premier sujet qui est fondamental, c'est le délai. Ça, c'est basé sur du coup 5700 points de permis de construire, donc c'est très solide. Et ça vous donne la moyenne, le temps moyen réel constaté entre le dépôt d'un permis de construire et son autorisation et le début des chantiers, et le début et la fin du chantier. À retenir un chiffre, entre 2 et 3 ans par projet, à partir du moment où le permis de construire a été déposé. Et en plus, ça varie selon la gamme, c'est-à-dire qu'en 5 étoiles, vous êtes sur mini 3 ans,
à partir du moment où vous avez déposé le permis de construire. Donc avant ça, vous avez déjà fait tous les volets, estimation du business plan, les capex, enfin les projets d'archi, etc. Vous avez ici la distribution parce que vous avez aussi des projets qui sont de plus petite envergure, donc qui eux peuvent être plus courts, plus rapides, et d'autres qui vont être dans la durée. Mais je crois que vous avez tous peut-être été confrontés parfois à ces sujets. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, le chiffre, c'est 2-3 ans par projet à date du PC. C'est une opportunité pour vous quand même. Et d'ailleurs, on va essayer de creuser un petit peu le sujet, j'espère, au cours des prochains mois. C'est dire, en fait, vous, comme vous avez la, entre guillemets, malchance d'intervenir en fin de parcours, ça vous donne un petit peu de visibilité en termes de lead, potentiellement, sur les projets à venir. Ensuite, un élément qui est intéressant, c'est le dimensionnement des projets. Alors là, c'est de la superficie brute construite. Hein. C'est un peu en mode logique béton. Donc, si vous prenez un projet, combien de mètres carrés il a en fonction de sa capacité. En moyenne, pour une chambre 5 étoiles, vous avez 151 mètres carrés d'espace total. Ça veut dire qu'un hôtel 5 étoiles de 10 chambres va faire 1500 mètres carrés juste de superficie construite. Donc, on va dire plutôt 30 pour un truc standard, ça vous donne 4005. Ensuite, par établissement, vous avez les standards, du coup, si on tient compte de la moyenne observée des projets. Alors parfois, il va y avoir des portions de projets, parce que vous pouvez avoir seulement certains étages, des extensions, bref, tout plein de cas de figure. Mais ça donne quand même un ordre de grandeur général et du positionnement relatif. Ensuite, les CAPEX totaux, alors ça, c'est ceux qui intéressent au premier chef les investisseurs hôteliers. Comme on vous l'a dit, on a segmenté entre les enseignes intemporelles, les enseignes classiques finalement, et les enseignes lifestyle, celles qui correspondent à ces nouveaux concepts dont on a parlé. Vous voyez par exemple typiquement sur un milieu de gamme, ça va varier de 50 000 € la chambre pour une rénovation lourde sur une enseigne milieu de gamme traditionnelle. On va dire Mercure, pour avoir un truc qui peut-être vous parle, à du 75 000 sur un produit de même positionnement, mais cette fois-ci en enseigne lifestyle. Donc, ça, c'est sur du CAPEX global. On va parler après de ce qui vous concerne, le mobilier FF&I. En termes de FF&I par chambre, bah, finalement, en crunchant la data, on a retrouvé un peu les éléments théoriques que les acteurs ont en tête, à savoir le fameux 15%, c'est un petit peu plus, c'est 16%, et on a été surpris finalement, voir c'est plutôt dégressif par gamme, parce que vous avez des coûts tellement faramineux sur tout le reste, sur les gammes supérieures, et puis vous pouvez pas descendre en dessous de certains seuils quand même, sur de l'entrée de gamme. Donc voilà, un petit peu dégressif. Mais du coup, ça c'est sur le FF&I. Et là, on arrive à ce qui vous concerne plus directement et sur lequel je veux qu'on s'attarde. Ce sont les budgets moyens en achat de mobilier et agencement par chambre, par projet. Donc ça, en fait, c'est assez proche du FF&I, mais c'est pas les mêmes composantes. Parce que dans le FF&I, vous avez les équipements, l'IT, les équipements de cuisine, etc. Et vous avez, en revanche, dans l'agencement, des parties qui sont fixes, donc notamment côté agencement, qui sont pas toujours dans les budgets FF&I au final. Donc, on retrouve peu ou prou les mêmes ordres de grandeur. Les chiffres à retenir, je trouve que voilà, pour avoir un peu un ordre d'idée et te permettre de dire, ok, toi, t'es tel projet, tu vas entrer peu ou prou dans tel ordre de grandeur, c'est de se dire, un hôtel économique d'enseigne classique qu'on rénove, un Ibis, ça va être 2700 € la chambre, juste sur la partie mobilier agencement. Sur une enseigne lifestyle haut de gamme, on va être sur du 40 000. Et ça donne à peu près voilà, des clés de lecture. Faut pas faire trop attention au projet en palace, de création en palace, que c'est tellement exceptionnel. Puis il y a des choses à la montagne, avec une chambre, elle fait je sais pas combien de superficie. Donc je trouve c'est pas très significatif, je l'ai écarté là. Mais d'ailleurs, c'est un autre sujet intéressant, c'est de se dire, tiens, dans le palace, on a un coût de rénovation de 800 000 € la chambre, donc ça contribue aussi à soutenir les valeurs d'immobilière et d'actifs que on a pu voir ces dernières années. Donc ça, c'est les coûts unitaires. Maintenant, si on croise ça avec les permis de construire, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient le marché du mobilier et de l'agencement dans l'univers du contract hébergement. Et ce marché-là,
le chiffre à retenir, c'est 400 millions d'euros par an. 400 millions d'euros par an, et il a fait du x2 en 10 ans. Ça veut dire qu'il est en croissance structurelle, et en 2024, alors il y avait un petit peu des facteurs exceptionnels avec les JO, etc. Donc voilà, je le prendrai pas comme base non plus, mais on a dépassé les 500 000. Je pense que cette année, on sera pas très loin de cette ordre de grandeur. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est à plus de 400 millions sur les hébergements, et que ça a fait x2 en 10 ans. La moitié de ça, c'est du haut de gamme et luxe et Palace. Sachant que les palaces, c'est plus irrégulier parce que vous avez tellement peu d'actifs, mais c'est d'énormes tickets, donc ça varie un peu selon les saisons, les exercices. Mais vous avez aussi un univers dans le budget éco. Alors là, c'est en étoile puisque c'est ce qu'on avait croisé sur la base bâtimentaire. Mais vous voyez, ça vous donne bien la répartition. Ce qui est intéressant, c'est de voir la géographie aussi. La géographie de votre marché adressable en contract. Eh ben, c'est un quart du Paris-Île-de-France, un quart sur tous les littoraux, 15% on va dire dans les grandes métropoles de l'intérieur, dont typiquement Bordeaux, Lyon, etc. 15% sur la montagne. Quand on dit la montagne, en fait, c'est quasi que les Alpes du Nord aujourd'hui, même si c'est en train de s'éveiller un petit peu en termes de demande sur les autres zones. Et un cinquième dans le reste du pays, donc ça va plutôt être le tissu d'agglomération secondaire. En termes de géographie, si on descend un petit peu en granularité, qu'on regarde les territoires, évidemment, le Grand Paris est énorme, 75 millions. On retrouve, et finalement, c'est logique parce que c'est là où il y a eu beaucoup d'ouverture et de développement. Deuxième métropole, c'est Bordeaux. En fait, 2 ou 3, parce que si on agrège ensemble Nice, Sofia, Cannes, c'est clairement, bien entendu, Nice qui avec une trentaine de millions, Nice-Cannes qui avec une trentaine de millions, et le deuxième pôle d'investissement en hôtellerie-hébergement. Et on trouve aussi des métropoles qui ne seraient pas présentes, peut-être spontanément, qu'on n'imaginerait pas forcément spontanément être présentes. C'est celle de la montagne, Courchevel, Val Thô, Val d'Isère, etc., qui sont extrêmement fortes, à plus de 10 millions d'euros pour vous de marché. On retrouve peu ou prou les mêmes dynamiques dans la restauration. Et je voulais conclure sur la synthèse globale. La synthèse globale, si on prend à la fois la restauration et l'hôtellerie, la métropole parisienne, c'est plus de 115 millions de chiffre d'affaires par an en moyenne sur la décennie. On est un peu plus en ce moment. Et on retrouve les mêmes logiques, Bordeaux, Aix, etc., Marseille, à plus de 20 millions. Donc c'est un marché qui recoupe la réalité des territoires économiques et touristiques, puisqu'on voit vraiment, par exemple, très fortement la dynamique sur le secteur alpin, sur le littoral de la Méditerranée, etc. Et donc ça, c'est le bilan que l'on en conclut. Si vous devez retenir une chose au global, c'est le contract, c'est 675 millions d'euros de marché adressable par an. Donc pour vous, uniquement sur le mobilier et agencement. Ça représente 5,5% du CA global de l'ameublement, enfin du marché de l'ameublement en France. C'est une moyenne, c'est un petit peu plus ces dernières années, et c'est en train de croître surtout. On a vu que ça a fait du x2 sur la décennie écoulée. Donc bonne nouvelle pour vous, c'est un marché porteur. J'espère que ça vous a apporté quelques éclairages et voilà, à disposition, n'hésitez pas.